Merci beaucoup. Comme vous le savez, et grâce à Dieu, un an après, le contexte s'est amélioré. Je ne dis pas que le contexte est largement satisfaisant, mais par rapport à l'année dernière, la situation est nettement meilleure. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on explicite les objectifs de la transition que nous sommes en train de mener. La transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible, mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Cette refondation de l'État passe en compte les questions sociaux, les questions économiques et bien entendu les questions politiques. Par rapport à l'aspect social, comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites. Au cours de la conférence, on aura l'occasion, en fonction de vos questions, d'y revenir. Sur le plan économique, il y a eu des transformations majeures qui ont été engagées depuis le 5 septembre 2021 et beaucoup de ces transformations structurelles de l'économie de notre pays sont en train d'être mises en œuvre à l'heure actuelle et dans quelque temps, je suis certain que l'impact pourra se ressentir à travers les différents agrégats de notre économie. Sur le plan politique, certains estiment que le dialogue, l'esprit du dialogue, c'est simplement entre les autorités en situation de responsabilité et eux-mêmes. Or, dans une société complexe comme la nôtre, le dialogue d'aujourd'hui, c'est créer un environnement où à tout moment, aussi bien les communautés les plus éloignées des centres de décision peuvent être entendues et écoutées. Le dialogue également, c'est de permettre que dans un pays comme le nôtre, qu'il existe ce qu'on peut appeler la courtoisie républicaine. Qu'est-ce que j'entends par courtoisie républicaine? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il faut le considérer comme une personne pestiférée. Et je crois savoir que depuis un an, la pratique de la gouvernance a de ce point de vue évolué. Nous rencontrons régulièrement des autorités ou d'anciennes autorités de la République de Guinée pour échanger, pour encourager les uns et les autres en se disant ce n'est pas parce qu'on n'est pas en situation de responsabilité que notre avis ne compte pas. Les rencontres avec les anciens premiers ministres, pour l'essentiel, le plus grand nombre d'entre eux présents en Guinée répondent régulièrement à nos invitations et ne manquent pas, dans certains cas, d'apporter des propositions qui sont dans une logique de conforter les positions gouvernementales ou bien d'y apporter un élément supplémentaire d'approfondissement. Donc, de ce point de vue, je pense que ce sont des innovations qui permettent de savoir ce n'est pas parce qu'on n'est plus en place qu'on n'existe pas et qu'on n'est pas pris en considération.
Le dialogue également avec la classe politique. Certes, ce n'est pas la grande messe de manière régulière, parce que nous étions dans un contexte où il fallait repenser et rendre efficace la dynamique. Comme vous le savez, l'essentiel des clés, des positions qu'il fallait clarifier en ce qui concerne la marche de la transition ont été déjà réglées dès la première année de la transition, à travers un chronogramme, à travers le dialogue interguinéen qui avait fait émerger des résolutions, et aussi ce qui était fondamental, un dialogue au niveau de l'ensemble de la société, à travers les assises nationales, pour repenser les blessures et de faire en sorte que les dynamiques de réconciliation puissent prendre de l'envergure. Et tout cela, à l'heure actuelle, c'est en train d'être mis en œuvre sans tambour ni trompette. Donc, de ce point de vue, le dialogue en Guinée est devenu un dialogue permanent. Et ça, il faut qu'on le souligne pour qu'on ne considère pas, pour certains, si monsieur X ou tel autre n'est pas présent, c'est comme s'il n'y a pas de dialogue. La question du dialogue, c'est un état d'esprit. Bien entendu, sur le plan institutionnel, nous avions proposé au ministère de l'Administration du Territoire de repenser la structuration du dialogue tel qu'il était créé au lendemain du 5 septembre 2021. Donc ce processus est en train de se faire, mais je comprends que l'essentiel de l'énergie de l'administration du territoire concerne la mise en œuvre des éléments nous permettant de revenir à l'ordre constitutionnel de la manière la plus efficace, la plus apaisée possible. Et de ce point de vue, ils ont un chantier extrêmement important. Et de notre côté, nous veillons à ce que le rythme soit maintenu pour que nous soyons dans les délais. En dehors de cela, un dialogue doit être un dialogue citoyen. Et de ce point de vue, l'immersion que nous avons effectuée dans la région de Zérékouri, de Farana et de Kankan va dans ce sens. Le dialogue, ce n'est pas simplement le dialogue entre les élites, c'est le dialogue des responsables de l'autorité exécutive du pays avec les populations à la base pour s'enquérir de leurs souffrances, de leurs problèmes et de la situation dans laquelle ces populations sont en train de vivre. Et c'est un moment aussi de constater les avancées et de constater également des déficits qu'il faut corriger. Et c'est ça le rôle permanent de celui qui est en situation de responsabilité. Ça a été fait pour la première partie. Il y aura d'autres immersions pour les autres régions du pays dans les prochaines semaines, notamment après le Ramadan. C'est bien. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans ce contexte et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. J'oubliais que c'est le carême ou le Ramadan. Donc, à tous et à toutes, je souhaite que ce mois de Ramadan, mois de pénitence, mois de sacrifice, mois de partage, puisse être un mois de, disons, d'apaisement, de calme, et puis de satisfaction des besoins essentiels de la population en termes de dessert d'électricité principalement, pour ne pas que la situation de nos populations soit encore impactée plus négativement lorsqu'on pense à ce que les populations ont enduré l'année dernière. Merci, je suis à votre disposition. Ce qu'il faut retenir en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Le référendum, les élections présidentielles, législatives. Parce que de ce point de vue, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif permettent
de mettre en place les institutions judiciaires. Et le pays pourra, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l'ordre constitutionnel normal. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PNRAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PNRAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral doit être assujettie aux modalités de mise en œuvre du PNRAVEC. C'est-à-dire qu'il faut aller avec deux dynamiques qui permettent d'avoir le fichier électoral qui permettra d'être reversé au niveau du PNRAVEC en lui facilitant une large partie des activités qui doivent être uniquement consacrées au PNRAVEC. D'où le fait que les aspects techniques, qui sont des aspects techniques qui ne sont pas du tout courants, nous amènent à aller, certes avec prudence, mais en accélérant le processus. J'ai indiqué notamment hier au ministre de l'Administration du Territoire, qui est en charge du processus de gestion du processus électoral, de convoquer le comité de pilotage pour que toutes les parties prenantes de ce processus puissent être effectivement informées de ce qui est en train d'être fait pour que nous puissions, de manière concertée, fixer les périodes permettant d'organiser le référendum et d'organiser les élections majeures, notamment la présidentielle et les législatives. Je dois vous rassurer que c'est un objectif prioritaire du président de la République. Ce n'est pas un processus que nous cherchons à banaliser, mais c'est le principe fondateur d'un pays qui sera assujetti à un socle solide en ce qui concerne la gestion du processus électoral. Et cette gestion du processus électoral, ce n'est pas pour les élections seulement à venir, mais c'est à partir de ce moment-là, ce sera pour toutes les élections qui seront organisées en République de Guinée. D'où la nécessité, pour la première fois, de faire en sorte que la carte d'électeur puisse être en relation directe avec la carte d'identité nationale, avec le passeport, avec toute la documentation susceptible d'identifier un citoyen de la République de Guinée à travers un seul numéro d'identification. Et c'est ça l'enjeu majeur qui fait que nous n'allons pas, en se précipitant dans ce processus, parce que cela nécessite technicité et nous n'avons pas le droit de faillir pour faire émerger ce fichier électoral tout en allant dans le sens, disons, des principes qui permettent la mise en place du PNRAVEC. Et ça, c'est très important, parce que le PNRAVEC sera la matrice fondatrice de tout le fichier national, que ce soit le régime social unifié, que ce soit à tous les niveaux,
ce sera le socle qui reliera les citoyens de la République de Guinée avec leur État. Si on veut avoir une idée du fichier des personnes qui sont des souffrant d'handicap, c'est à partir de cela qu'on pourra les identifier de manière sûre et certaine. Et l'importance de ce fichier dépasse pratiquement les préoccupations à caractère essentiellement électoral. Donc, cette année, le processus va se terminer et nous aurons, dans un délai raisonnable, le référendum et les élections présidentielles et législatives. Le RAVEC, vous avez dit que vous n'avez pas une idée comment les choses se passent avec le RAVEC, mais vendredi dernier, si vous suivez les actualités, j'étais à Kaloum, où on a fait la démonstration, disons, de l'utilisation du GPS à travers la géolocalisation des centres de vote et des centres d'enrôlement. Cela veut dire, d'ores et déjà, les personnes qui seront enrôlées vont l'être dans les centres de vote pour éviter l'amalgame qui fait que quelqu'un est enrôlé dans tel quartier et il se retrouve dans un bureau de vote peut-être à 10 km, 15 km. Tout cela, c'est pour éviter les difficultés que les anciennes élections nous avaient fait montrer. Donc, de ce point de vue, ça avance. Et rencontrez le coordonnateur du PNRAVEC, il vous dira où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Même moi qui suis juste à côté, j'ai reçu des personnes qui m'ont recensé, enrôlé tous les membres de ma famille. Donc le processus est en marche, le processus sera accéléré pour que nous soyons à jour par rapport à nos objectifs de tenir l'ensemble des échéances durant l'année 2025. J'essaye de regrouper les questions par centre d'intérêt pour ne pas avoir à répondre les questions une à une. Maintenant, par rapport à la question des droits de l'homme, c'est un enjeu majeur. Nous regrettons qu'il y ait des situations où des personnes peuvent être considérées comme disparues en République de Guinée. Parce que cela veut dire que nous avons encore du travail. Et en tant que Premier ministre chef du gouvernement, j'ai indiqué à tout le monde, et sur instruction du président de la République, que tous les actes doivent être en relation étroite, encadrés par l'ordre judiciaire. Et ça, c'est très important. Il ne faut en aucune manière ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires peuvent compromettre le processus de transition actuel ou bien ternir l'image de la République et l'image du gouvernement. Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024, avec la disparition, entre guillemets, de Fonike Mangué et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Au contraire, on était en train d'améliorer notre position à l'international. On était en train de négocier avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette affaire survient au moment où les conclusions étaient très avancées. Qui était pénalisé dans cette affaire? C'était le gouvernement de la République de Guinée. Et donc, dans notre pays, il y a une tradition. Ce qui se fait sur la scène et ce qui se fait dans les coulisses, très souvent, les choses sont différentes. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs.
Je ne dis pas que c'est le cas, puisque les enquêtes se poursuivent, mais c'est pour dire que nous devons faire preuve de prudence et de sérénité dans les jugements hâtifs. La question du respect des droits de l'homme à l'heure actuelle, dans un environnement troublé, il ne faut plus réfléchir avec les mécanismes d'il y a 30 ans. En d'autres termes, en disant que dès qu'il y a une violation des droits de l'homme, l'État est responsable. L'État n'a plus le monopole de la violence dans la plupart des États, surtout dans notre région. L'État n'a plus le monopole de tout ce qui est, par le passé, du domaine exclusivement régalien de l'État. D'où la nécessité absolue, avant de raconter quoi que ce soit, il faut procéder à des enquêtes approfondies pour situer les responsabilités. Je dis et je réitère que le gouvernement de la République de Guinée, le CNRD, n'a aucun intérêt de ternir tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2021. Les pratiques qui avaient cours par le passé doivent être combattues à tous les niveaux. Vous savez également que le changement, ce n'est pas par décret qu'un changement peut s'inscrire, s'enraciner. C'est comme un tremblement de terre. Il y a la première secousse, ensuite il y a des secousses successives jusqu'à ce que ça se calme. C'est comme ça que le processus de changement va se faire. Nous allons mettre en branle l'ensemble des services et continuer à réitérer que ceux qui ont été à la base de l'organisation des assises nationales pour que la Guinée se regarde elle-même, regarde son passé, pour tirer les leçons et faire en sorte qu'il y ait une dynamique de réconciliation et de pardon, et qui est allé jusqu'à instaurer un tribunal pour juger les crimes de sang par, disons, des responsables qui, avant-hier, parlaient au nom de l'État guinéen. Ce courage et cette responsabilité ne doivent pas être ternis par des situations qui n'honorent ni la République, ni l'engagement du président et ni la détermination du gouvernement d'aller vaille que vaille sur la primauté de la loi, sur la primauté de la justice. Nous allons veiller sur ça. Et je dois dire également à tous les acteurs qui sont en compétition sur la scène politique, il faut faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a une limite à des déclarations, à des appels, à des attitudes. Je ne vais pas mélanger longtemps, mais je vous dis, en tant que membre fondateur de la première organisation de défense des droits de l'homme dans ce pays, en tant qu'également président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, et tout le chemin que nous avons parcouru, je suis plus attaché que quiconque pour le respect des droits de chaque citoyen de s'exprimer et de dire ce qu'il pense dans le cadre du respect de la loi et de l'ordre républicain. Ceci est fondamental. Et je ne suis pas seul dans cette logique, puisque celui qui a organisé, invité le peuple de Guinée à suivre l'organisation du procès du 28 septembre 2009 ne peut pas encourager ni être associé à des dynamiques qui rappellent ce que nous avons combattu et ce que nous avons jugé. C'est fondamental sur cette question. Et toute la société, dans le contexte actuel, pour rendre service au pays, quelle que soit leur prise de position, doit veiller à ce que rien ne perturbe l'ordre républicain avec des manœuvres qui
relève d'un passé qui est éculé en 2025. Et le sport, j'avoue que, si vous vous souvenez, j'étais allé voir le ministère des Sports pour leur poser la question, où est-ce qu'on en est avec les deux stades, Nongo et 28 septembre? Parce que pour la République de Guinée, ce n'est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en République de Guinée à l'étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l'équipe nationale. Dans les prochains jours, le ministère des Sports aura à faire une communication pour situer tous les fonds du sport de manière générale sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans ce domaine. Le sport fait partie de la priorité. En quoi le sport est également une priorité? Parce que le sport est une partie intégrante du développement du capital humain. Et de ce point de vue, nous avons des lacunes. Nous avons une gestion, une gouvernance. Regardez nos quartiers, les centres, les espaces qui étaient dévolus pour que les enfants puissent avoir des terrains de jeu. Où sont ces terrains? C'est vendu. Donc, pour recréer un environnement global où le sport pourrait se développer, il va de soi qu'il faut encore faire des efforts. Et qui a décidé de vendre les terrains? Est-ce que c'est une décision individuelle ou est-ce que c'est une corruption élargie au sein de la société qu'il faut combattre? L'État peut être défaillant, la société, à partir de ce moment-là, doit être un contre-pouvoir pour ne pas que ses intérêts spécifiques soient lésés. Le ministre de l'urbanisme est là. Il sait aujourd'hui quelles sont les difficultés que nous avons pour satisfaire les besoins de construction d'écoles dans l'agglomération de Conakry. Donc, vous voyez, lorsqu'on dira qu'il faut qu'on ait un terrain pour construire une école, ça peut se justifier, les populations peuvent accepter, mais lorsqu'on dira qu'il faut déguerpir des gens pour avoir un espace de loisirs pour les jeunes, je pense que le sentiment pourrait être autre en disant pourquoi déguerpir des gens, les mettre dans la rue pour que des jeunes gens viennent s'amuser. Donc c'est pour vous dire que le combat est global. Nous avons à corriger, à rectifier une longue mauvaise gouvernance qui avait abandonné les sentiers essentiels d'un gouvernement responsable. Malheureusement, en peu de temps, il nous est impossible de corriger tout cela, mais avec l'aide de Dieu, vaille que vaille, nous y parviendrons. Si vous écoutez tout ce qui se raconte, vous allez avoir chaque jour 10 000 questions. Je n'ai jamais été interdit de sortir du territoire national. Si vous faites allusion à mon refus de prendre des vacances, c'était à la fin de l'année. Non, c'était fin décembre. Vous savez, traditionnellement, les uns et les autres ont besoin de souffler pour se réoxygéner et pour être en mesure d'être beaucoup plus efficace. Et comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir un second petit-fils. Et l'idée, dans un premier temps, d'aller voir mon petit-fils m'est venue. Mais par la suite, j'ai changé d'avis. Parce que la situation qui prévalait, avec tout ce qu'on entendait à gauche et à droite, il y avait même un de vos confrères qui s'appelle Abdoulatif Gawal, qui se complaît à raconter des tas de choses par-ci, par-là, comme quoi
il y avait d'autres programmes qui étaient attendus et que je partais pour ne plus revenir. Mais heureusement que je n'étais pas parti. Parce que sinon, ça allait encore leur donner du grain à moudre. Donc, ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées. Et dans un certain sens, lorsque j'ai vu tout le faisceau de rumeurs par la suite, j'ai dit heureusement que je ne suis pas parti, parce qu'ils avaient préparé quelque chose. Mais, pour être plus sérieux, le combat politique dans ce pays se fait maintenant à travers des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont des journalistes, entre guillemets, mercenaires, pour les entretenir et pour, de manière régulière, conforter des positions de certains, alimenter des rumeurs qui déstabilisent, qui ne sont fondées sur absolument rien du tout. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, il y a une rumeur qui prospère, que telle région veut coûte que coûte qu'il y ait un Premier ministre issu de la région pour qu'il y ait un soutien conditionné à la candidature éventuelle du président de la République. Je pense que les gens doivent aussi avancer dans la réflexion. Nous n'allons pas organiser les assises nationales. Nous n'allons pas demander à tirer les leçons du passé pour revenir à chaque fois avec les mêmes mécanismes mentaux du moins, pour dire il faut tel pour telle région pour soutenir. Ça, c'est le monde de M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé n'est plus le président de la République. Donc, il faut que les gens changent de mindset. Le changement de paradigme, ce n'est pas une chose évidente. Les gens vivent dans le passé tout en étant physiquement dans le présent. Et ce qui fait qu'ils sont en arrière-plan. Changeons de paradigme. Le général Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a pris sa responsabilité le 5 septembre 2021, il n'a pas demandé la permission de qui que ce soit. Oui ou non? Donc, et le processus politique engagé est un processus politique qui a été mûrement réfléchi et qui correspond à la vision du général Mamadi Doumbouya. Et cette vision, c'est une Guinée où on ne fonctionne pas au gré des sentiments ethniques ou des sentiments régionaux. Mais je dois dire que ce n'est pas facile de changer les choses. Lorsque certains voulaient que nous soyons en 2025, certains, dans leur esprit, sont toujours en 2010. Les choses ne vont pas revenir en arrière. Ceux qui veulent aider le général Mamadi Doumbouya doivent, surtout s'ils sont en situation de responsabilité, avoir des résultats. Lorsqu'on a fait l'immersion, un peu partout, dans les 3 régions que nous avons visitées, il y a un sentiment général de satisfaction. Ce sentiment général de satisfaction ne veut pas dire que tout ce qui devrait être fait est fait, mais l'action engagée, les résultats constatés redonnent de l'espoir à la population. Et la mission du gouvernement, c'est de concrétiser cette confiance, cet espoir pour que demain soit encore nettement meilleur. Et ce que les gens doivent savoir également, ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. C'est une fusion de 2 dynamiques qui, par le temps, se sont retrouvés. Et je dois dire, pour ceux qui ont oublié, que j'avais dit bien avant
le 5 septembre 2021, qu'il y aura une transition. Et cette transition est là aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire comme programme, ce n'est pas quelque chose qui nous vient, disons, de l'extérieur, c'est-à-dire que quelque chose que des gens ont rédigé pour dire c'est ça et ça. C'est notre conviction intime depuis des années et des années. Donc, le couple président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont dans le cadre de la vision politiquement exprimée par le président de la République et concrètement réalisée avec le Premier ministre et le gouvernement. Donc, il faut que les choses soient claires. Nous sommes un attelage qui constitue le socle avec lequel la transformation de la République de Guinée va se faire. Maintenant, les élections, c'est une étape importante. Mais la fusion du couple président de la République et Premier ministre, dans le contexte historique actuel, n'est pas quelque chose, disons, le fruit du hasard, c'est une unicité et nous allons poursuivre dans cette voie. Je ne suis pas, par nature, quelqu'un qui extériorise son enthousiasme, mais je le fais et j'agis. Et la meilleure campagne qu'on peut faire pour le président de la République, c'est d'abord d'avoir des résultats, de le faire savoir, de le montrer, et que par ce biais, les uns et les autres en soient convaincus. Et c'est ça qui est l'œuvre, et c'est ça qui crée un espoir au niveau de la population guinéenne. Cet espoir, on doit l'entretenir, on doit l'enrichir, on doit l'impulser pour que ça devienne de manière effective une réalité sociologique qui pourrait aller au-delà des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui sont en situation de responsabilité. Parce que fondamentalement, c'est la transformation de ce pays pour plus de bonheur, pour plus de stabilité, pour une société moderne. C'est cela que nous ambitionnons. Et dans le cadre de tout ce qui va aller dans cette direction, le couple reste à la barre. Les questions concernant EDG, je pense que le ministre de l'Énergie se chargera très rapidement de tenir un point de presse et une conférence pour expliciter tous les efforts qui sont en train d'être faits. L'année dernière, il a failli se retrouver complètement handicapé à vie. Tellement il y avait la pression, mais il y avait aussi son engagement d'être partout où c'était nécessaire. Cette année, il est relativement tranquille. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Au contraire, nous ambitionnons de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, que la Guinée sorte définitivement du déficit énergétique et au contraire, être un pays en capacité d'exporter de l'énergie. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de manière plus structurée pour qu'il ait largement le temps de développer ce qui est fait. Et ce que nous allons faire au bout de l'année, les gens se rendront compte que ce qui va être fait en moins de 18 mois sera nettement au-delà
de ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie depuis l'indépendance. Nous allons faire en sorte d'avoir 1 giga au moins supplémentaire en ce qui concerne la question énergétique. Et je dois, pour ceux qui ne le savent pas, pour la première fois de l'existence de EDG, le mois dernier, ils ont atteint un niveau de collecte, disons, des paiements qui n'avaient jamais été atteints depuis que EDG est EDG. Donc, les réformes vont se poursuivre et nous allons les encourager. Les compteurs prépayés, les compteurs totalisateurs et la gouvernance de EDG. J'ai bien entendu la question concernant, disons, des stagiaires qui restent stagiaires pendant 10, 15 ans ou même plus. C'est une situation sur le plan de l'audit social de EDG dans le cadre des réformes qu'il doit prendre en compte. J'avais un certain monsieur Camara qui venait faire le relevé habituel à mon domicile. Il était pendant près de 15 ans un bénévole au niveau d'EDG, ce qui n'est pas du tout admissible dans le cadre d'une société étatique qui doit respecter des principes. Ce sont des aspects que nous allons mettre en avant pour que les sociétés étatiques soient à ce niveau-là plus strictes que des sociétés privées dans le respect des droits et de la dignité humaine. Bon, en langue, les questions sont revenues, mais je vous invite à mon bureau, on va parler, que ce soit en pulaar, et je dois dire que pour ceux qui ne le savent pas, l'effort que nous sommes en train de faire pour que l'ensemble de nos compatriotes puissent accéder à l'information à travers les langues de leur choix. Nous allons développer ça. Et vous savez que la primature a une publication en malinké de bonne facture et une publication en pulaar qui est très représentatif. Et j'ai informé la cellule de communication que dans les prochains jours, il y aura 2 personnes qui vont s'ajouter à l'équipe pour utiliser nos langues nationales. Et dans les spots, dans les vidéos, l'utilisation de la langue, comme le président de la République l'a demandé lors du dernier Conseil des ministres, il faut que nos médias utilisent les langues, permettent à la population d'être mieux informée à travers des langues qu'ils comprennent pour ne pas utiliser une langue qu'ils interprètent mal et ou bien qu'ils ne comprennent pas du tout. C'est un effort que la presse doit faire pour encourager la compréhension par nos compatriotes, disons, de ce qui est en train d'être fait, de ce qui se dit pour être des citoyens tout à fait informés. Et vous savez que l'information aujourd'hui, c'est comme par le passé, c'est à travers cela qu'on déstabilise, qu'on désinforme. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour ne pas mettre, disons, notre population dans une situation où ils peuvent être instrumentalisés. Par rapport aux questions économiques, c'est vrai, nous sommes en discussion avec le Fonds monétaire international. Là aussi, c'est une expression pour un pays qui est en transition de faire en sorte que les réformes économiques que nous allons engager puissent nous permettre de réaliser la transformation de l'ensemble de l'écosystème. Nous n'allons pas laisser les choses comme elles étaient. D'où la nécessité, pour conforter notre volonté d'améliorer la gouvernance économique, de s'adosser sur des conseils d'institutions appropriés qui peuvent nous apporter une certification pour que la Guinée, sur le plan économique, soit mieux vue, pour être en capacité d'encourager des investisseurs étrangers à faire confiance à la Guinée. C'est cela qui permettra
de créer de nouvelles richesses, de créer de l'emploi et de répondre à l'attente de la population dans sa globalité. Les discussions continuent, ce sont des discussions ardues. Nous allons, vaille que vaille, tout mettre en œuvre pour que nous puissions concrétiser un accord dans les prochaines semaines, Inch'Allah. L'immersion campagne électorale. Le général Doumbouya, en fonction de ce qui sera adopté par la Constitution, s'exprimera le moment venu pour savoir s'il est candidat ou pas. Mais vous ne devez pas ignorer que le Premier ministre, chef du gouvernement, sera en phase avec le président de la République. Donc, il faut que vous le sachiez. C'est clair et net. Je crois que j'ai parcouru, peut-être sans répondre de manière précise à toutes les questions, la notation. La notation, cela va de soi. Vous ne pouvez pas avoir la notation si vous n'avez pas un programme avec le Fonds monétaire, si vous ne respectez pas les critères de meilleure gouvernance, de transparence. Donc, toutes les questions se recoupent. Et c'est pour permettre à la Guinée d'avoir une capacité de faire appel à des marchés financiers. C'est tout cela que nous sommes en train de créer, l'écosystème, les paramètres permettant pas à pas demain à ce que la Guinée puisse être un pays qui pourrait faire des appels de fonds au niveau du marché financier international. Mais vous ne pouvez pas espérer avoir cela sans être en capacité, disons, d'avoir un programme avec le Fonds monétaire. Donc, non, il y a une cohérence absolue. On ne peut pas vouloir une chose en négligeant les paramètres de base qui vous permettent de l'atteindre.